Bonjour les petits moulitrons, que pensez-vous de ce jeu Eliminator sur Atari ST? Un shmup en pseudo 3D de l'époque, c'est-à-dire que c'était de la 2D avec des déformations pour donner une impression de profondeur. Là c'est la version Atari ST, le jeu était un peu mieux fait sur Amiga évidemment, mais la version Amiga est quand même très proche. Vous vous souvenez sans doute de la vidéo que j'avais consacrée à ces deux versions du jeu. Que pensez-vous de Skull Dig Jerry, un jeu qui existe au moins sur Atari ST, qui est un jeu à la boule d'air dash, et c'est très bien qu'il existe, rien que parce que le boule d'air dash de l'Atari ST, vous je sais pas, mais moi j'y comprends pas grand chose. Hein. Alors si vous connaissez ce jeu Skull Dig Jerry, vous l'avez pas forcément vu en couleur. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a des couleurs, mais vous l'avez pas forcément vu en couleur. Un détail sur lequel on reviendra. Que pensez-vous de Nightmare ? Un jeu à la Dungeon Master sorti assez longtemps après lui, qui est, ma foi, très réussi dans sa version Amiga 32 couleurs que vous voyez là, et même sur ST en 16 couleurs, ce qui donne ceci, le jeu reste assez présentable. Maintenant, quel est son intérêt en termes de gameplay et de profondeur de jeu, hein? Eh oui, ça c'est important. Que pensez-vous de ce jeu-là? Que pensez-vous de Tiny Squeaks, qui contrairement aux deux premiers Squeaks, est un pur puzzle game? Je sais, ce jeu-là n'a l'air de rien à première vue, je sais. Et que pensez-vous de Megalomania? Un vieux wargame. Alors Tiny Squeaks et Megalomania, je leur avais consacré à chacun une vidéo sur ma chaîne récemment. Voilà. Que pensez-vous de ces 5 jeux? C'est une question que je vous ai posée en 5 étapes. Et oui, une vidéo par jeu. C'est une question à laquelle certains d'entre vous ont déjà répondu, et donc je vais lire leurs commentaires et leur répondre. Et si vous n'avez pas répondu à ces questions, vous pouvez toujours y répondre après cette vidéo-ci. Voilà. Mais le principal but de cette vidéo-ci, c'est que je vous donne mon avis sur ces 5 jeux, parce que dans les vidéos que j'y ai consacrées, je me suis retenu, au moins dans les grandes lignes, de dire ce que je pensais des 5 jeux en question. En attendant, si ce programme ne vous semble pas très alléchant, sachez par exemple que rien qu'aujourd'hui est sortie sur la chaîne de Génération Micro la première partie d'une interview en vidéo de Moulinex, un journaliste de la presse JV de notre époque, dont vous vous souvenez sans doute, hein? Et puis, sur la chaîne de Sakaru, il y a carrément une vidéo consacrée à Zelda 2. Un Zelda qui est aujourd'hui en tout cas considéré comme un des plus pourris de toute la série, et Sakaru a réussi à faire une vidéo d'1h15 sur ce jeu. On sait qu'il adore Nintendo, c'est quand même impressionnant de faire une vidéo d'1h15 sur le Zelda le moins aimé. C'est fort. J'ai pas écouté la vidéo jusqu'au bout encore, je sais pas si à la fin j'aurais plutôt envie de le féliciter ou de lui donner un carton rouge, mais rien que de faire une vidéo aussi longue sur un jeu dont tout le monde aujourd'hui, c'est quand même c'est fort. C'est fort en soi. Hein. Voilà. Donc je vous retiens pas sur ma chaîne. Hein. Il se passe des choses beaucoup plus intéressantes sur YouTube que ce que j'ai raconté. Maintenant, si vous voulez absolument que je vous parle de mon actualité, bon, bah, sachez que pour que ce qui est de la création de mes jeux vidéo, bon, on est toujours vraiment à fond dans la, hein, bah, parce que voilà, j'ai pas d'asset graphique et bon, j'ai beau commencer à gribouiller un peu, il n'y a pas de quoi faire quelque chose de présentable, donc je vais pouvoir y consacrer beaucoup de temps pendant l'été. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Hein.
En tout cas, je vais me déchirer à la tâche, à moins que ma santé m'en empêche. Et si dans 2-3 mois ça a pas plus avancé, je vais finir par faire ce que je repoussais depuis des années, à savoir, je prendrai des graphismes tout faits déjà par d'autres personnes. Légalement, il y a des manières légales de faire ça, et je ferai des jeux avec. Voilà. Bon, en attendant, mon actualité récente de programmeur, ça se passe sur cette chaîne-ci, à laquelle je vous conseille de vous abonner si vous voulez suivre ce qui est publié dessus, dans la mesure où retenir le nom de la chaîne ne vous servira pas à grand-chose, elle risque de changer de nom plusieurs fois par an. Et ce sera, je pense, toujours des noms un peu stupides comme celui-ci, parce que ça me fait marrer. Donc, mon actualité récente, ça se passe sur la chaîne en question. Il y a une série de vidéos qui a commencé ici, avec la vidéo qui a ce titre-là, jusqu'à la dernière en date. Ce sont des vidéos dans lesquelles on me voit implémenter, tester, débugger, retester, améliorer un algorithme de compression que j'ai inventé. Voilà, comme ça, un jour, je suis tombé sur la tête, j'ai eu une idée d'algo de compression et depuis, je bosse là-dessus. Voilà. Non, c'est un algorithme de compression qui est assez proche d'autres algorithmes qui existent déjà. Il n'y a rien de révolutionnaire. Et en plus, je prétends pas qu'il fera des meilleurs taux de compression que les autres. Ni que l'algo de compression est rapide. Pour l'instant, il l'est pas. L'algo de décompression l'est, et à la limite, c'est le seul point fort qu'il y a pour l'instant. Voilà, donc je fais ça essentiellement parce que ça m'éclate d'écrire beaucoup de code et de beaucoup galérer, juste pour tester une idée. Non, c'est pas la peine que vous alliez regarder les vidéos en question. Enfin, vous pouvez y aller juste pour vérifier ce que je vais dire maintenant, mais regardez ça, ça n'a aucune utilité. C'est de la science en direct, sans fioriture. De la science ou de la technologie ou de l'algorithmique, ça dépend sous quel angle vous regardez la chose. Mais moi, j'aime bien dire, c'est juste de la science en direct, brute. C'est pas du tout de la vulgarisation, c'est même pas de l'enseignement. C'est encore beaucoup plus laborieux et austère que l'enseignement le plus terrible que vous pourriez imaginer. Ces vidéos n'ont pas d'utilité, si ce n'est de donner un témoignage de ce que je fais. Par contre, quand j'aurai fait le tour de ce que je veux tester avec cet algo de compression, si contre toute attente, il donnait, ne serait-ce que sur certains aspects, des résultats vraiment intéressants, là, je pourrais très bien faire des vidéos pédagogiques sur le sujet, qui seraient publiées soit sur ma chaîne Le Développeur des Cavernes, soit sur ma chaîne d'origine. Je sais, c'est compliqué, c'est dur à suivre ce que je fais, je sais, et en plus je fais exprès. Bon, en attendant, il est grand temps de parler du premier des 5 jeux, Eliminator, mais d'abord, on se rafraîchit la mémoire.
Ouais, je sais, la musique, ça tape vite sur les nerfs, hein. Bon, bon, alors, euh, un jeu qui a beaucoup de défauts, mais qui a un côté prouesse technique. Alors, commentaire de Valocheful, qui écrit: c'est un des jeux que vous avez montré qui m'a le plus impressionné de façon immédiate. Pour le coup, j'aurais voulu savoir si tu l'as connu ce jeu à l'époque ou pas. Un hybride de jeu de course en fausse 3D et de shmup, avec même un aspect analogue, si on abstrait certains ingrédients, à un jeu de rythme runner, notamment à cause de ses séquences de portail à franchir et de ses tremplins avec lesquels s'aligner en rythme. La musique n'est pas mal non plus, même si très répétitive hélas. Bon timbre pour les instruments par contre. C'est dommage parce que la musique de l'écran titre est chouette. Oui, c'est vrai, en fait, ils auraient mis la musique de l'écran titre dans le jeu, elle aurait, je pense, un peu moins tapé sur les nerfs. Et en même temps, peut-être qu'elle est moins bien pour les phases de jeu que la musique du jeu elle-même. Bon. On aurait aimé avoir des musiques comme cela in-game et une piste différente par circuit. Oui, tant qu'à faire. Ça aurait été bien, en effet. J'ai immédiatement deviné qu'on pouvait parfois aller se coller au plafond dans le deuxième circuit, qu'on remarque la présence d'une piste au plafond et qu'on remarque des ennemis et des bonus posés au plafond en passant. C'est vraiment une idée de game design intéressante et ce mélange ne ressemble à rien d'autre que je connaisse. Du coup, c'est assez difficile de savoir dans quelle mesure le jeu réussit à concrétiser ses ambitions de départ. La comparaison aide beaucoup pour porter un jugement, je trouve. Je suis à la fois admiratif et perplexe, et étonné aussi que ce jeu ne soit pas devenu un genre sous-genre de jeu depuis. Alors, le shmup 3D est un style à part entière, mais qui a peu de représentants, et dont je pourrais pas te parler plus que ça parce que j'en suis vraiment pas fan. Même si on parle de shmup avec de la vraie 3D, que ce soit de la vraie 3D de l'époque, genre fil de fer ou face pleine, ou que ce soit plus moderne comme on a eu avec un jeu comme Descent sur PC. En tout cas, moi qui n'aime pas les shmup 3D, ce Eliminator à l'époque, je le lançais régulièrement. La musique trop répétitive, à l'époque, je savais en faire abstraction. C'est vraiment quelque chose qui me poserait problème aujourd'hui, en revanche. Et le jeu était suffisamment accrocheur, à la fois par les réflexes qu'il demandait d'acquérir, par sa difficulté relative, par son ambiance et par le fait qu'il était un peu unique dans sa catégorie, effectivement. Gang Style écrit: j'adore le souci du détail sur la perspective du vaisseau. Alors je pense que tu voulais dire la perspective du vaisseau. Là, c'est le graphiste qui parle. Gang Style, c'est le graphiste de certains jeux récents sortis sur Mega Drive. Alors pour ceux qui sont pas au courant, oui, il y a encore des jeux pour Mega Drive qui sortent aujourd'hui, qui sont faits évidemment par des passionnés, hein. Et notamment le Cursed Knight TCK, un jeu qui a fait du bruit en tout cas dans le petit monde, comment on appelle ça, dans le marché de niche, qu'est le jeu sur Mega Drive aujourd'hui. Commentaire de David C. Bonjour, un shmup très original en pseudo 3D rappelant un peu le damier de Space Harrier sorti en arcade en 85, avec en prime des effets de montée et descente à l'instar des courses automoto. Oui. Ces fameuses montées et descentes que par exemple le mode 7 de la Super NES, sur lequel tout le monde encore aujourd'hui ne pouvait pas faire. Mais bon. Voilà, alors c'est pas forcément aussi impressionnant que Space Harrier Arcade. Et en plus, Space Harrier sur des machines comme le ST et l'Amiga était pas trop mal converti. Mais bon, c'est vrai que le Eliminator, à défaut d'être aussi riche qu'un Space Harrier, avait au moins le mérite d'être taillé précisément pour une machine comme l'Atari ST. Alors, tu précises, jeu développé par John M. Phillips dont les réalisations se démarquent par des scrollings originaux, tel l'excellent Nebulus, sorti également en 88, avec sa tour en rotation autour de son axe de révolution, concept inédit pour l'époque. Nebulus, un jeu très difficile qui a rendu fou une génération entière de joueurs.
Moi, il m'a pas rendu fou parce que j'avais tellement aucune patience que je l'ai lancé, j'ai dû le lancer 2 ou 3 fois en tout et pour tout Nebulus pour à chaque fois arrêter de jouer au bout de 2 minutes. Hein. L'animation remarquablement fluide atteste que l'on a affaire à du très bon code assembleur. Oui, un jeu fluide comme ça, de ce genre-là, sur ST, c'est sûr que le codeur était pas vraiment un mou du bulbe. Ensuite, tu écris « Le jeu est graphiquement très beau avec ses dégradés du plus bel effet récurrent dans les réalisations de l'auteur, mais un décor un peu élagué. Le rendu pseudo 3D des sprites, notablement l'aéronef, est très réussi. Les vagues d'ennemis, à mon sens, ne sont pas suffisamment variées et trop peu agressives. Les bonus semblent également assez limités. Le jeu n'apparaît pas de prime abord aussi nerveux que ses homologues shmup en 2D. Oui, il y a à la fois un problème de contenu et de variété, et à la fois un gameplay qui est peu étoffé. Tu ajoutes, cependant, la pseudo 3D apporte quelques variantes intéressantes, sauter par-dessus des obstacles à la Buggy Boy, ainsi que des permutations sol-plafond très déroutantes, que j'ai constatées en visionnant d'autres vidéos. Oui, je crois qu'on voit ça dans la mienne, d'ailleurs, Valoche Full en parle. Alors, mais t'es pas obligé de regarder mes vidéos en entier, je veux dire, elles sont tellement chiantes. La musique du menu principal, très rythmée, est un ingrédient que l'on retrouve fréquemment dans les autres programmes de J.M. Phillips, comme Nebulus. On ne va pas se mentir, nous avons tous, possesseurs d'une machine 16 bits dans les années 80-90, largement profité des jeux piratés et on se souvient que le thème de ce jeu a servi de support aux démos du groupe The Replicants. La musique pendant le déroulement du jeu est par contre décevante, de qualité très moyenne et par trop répétitive. Sur d'autres vidéos YouTube que j'ai visionnées, j'ai également noté un système de sauvegarde par code. Cependant, la reprise d'une partie vous fait systématiquement revenir à l'armement le plus sommaire. Les bonus engrangés ne sont pas mémorisés. Et le jeu se corse au niveau 5, la largeur praticable de la voie se retrouve divisée par 3 et rend les manœuvres bien plus délicates. Par contre, pas de boss de fin de niveau, alors de mémoire, effectivement, j'ai jamais vu de boss dans ce jeu. En conclusion, un bon jeu dont j'ai pas mal entendu parler à l'époque, mais auquel je n'ai jamais joué. Alors, nota bene, certains se permettent une comparaison avec Road Wars de Melbourne House sorti en 87. En dehors de la pseudo 3D, ces deux programmes n'ont rien en commun. Pour moi, Eliminator surpasse ce dernier sur tous les plans. Alors, j'ai plus en tête à quoi ressemble Road Wars, mais je me souviens que j'étais allé regarder ça à l'époque où tu as publié ton commentaire, et j'ai trouvé effectivement que les jeux se ressemblaient pas plus que ça. Voilà. Khaled Fuliman écrit « Franchement, pour un vieux jeu, c'est du bon ». Gaming History écrit « Un jeu d'arcade qui aurait pu connaître une carrière sur borne quelques années avant ». Oui, avant, en effet. Mais en 88, c'est trop tard. Sans doute sympa pour s'essayer au high score à la maison, mais pas longtemps, je pense. Le Glod écrit « Je préfère les musiques de la version ST. Un exploit pour le chip Yamaha. Après, c'est sûr, il y a plus de décors sur Amiga. Les planètes dans l'espace. Le ST n'a pas à être jaloux de la version Amiga. Les deux sont très bien. » Smash My Head Against écrit « Oui, c'est le type de musique où je préfère le soundchip du ST qui est plus percutant. Elle est très connue cette musique, elle a dû être utilisée sur plein d'intros et de démos, parce que je n'ai jamais joué au jeu et j'ai reconnu tout de suite. J'adore l'illusion de 3D qu'ils arrivaient à donner juste avec des raster effects, c'est fluide aussi. C'est pas juste les raster effects qui donnent l'impression de 3D, c'est qu'il y a des... les projections pour les coordonnées où il faut afficher les sprites, je pense que c'est du calcul exact, ou très proche en tout cas du calcul exact. Par contre, ils doivent, mettons, projeter les coordonnées du centre et calculer les dimensions du sprite, mais après le sprite il le plaque en 2D normal, c'est pas je calcule 36 polygones qui sont chacun texturés ou même en 3D face pleine. Non. Je pense qu'il calcule qu'une coordonnée et des dimensions pour chaque sprite, mais je pense que les calculs de projection sont exacts ou presque. Je peux me tromper, si ça se trouve c'est ultra approximatif aussi, j'en sais rien. Le fait est qu'effectivement ça a un rendu qui est pas mal et qui est typique de la fausse 3D de l'époque. Le Glod répond c'est un très bon jeu. Alors c'est vraiment discutable de dire que c'est un très bon jeu. En fait, vous le savez, dans ces vidéos dans lesquelles je vous demande vos avis sur un jeu sans donner le mien, vous savez qu'en général, je choisis des jeux sur lesquels il y a effectivement matière à discuter.
Je choisis des jeux qui peuvent faire polémique. Je choisis jamais des jeux totalement ratés, ni des jeux géniaux qui ont mis tout le monde d'accord. Ça n'aurait aucun intérêt. Dans le cas d'Eliminator, moi je vous redis, à l'époque, je me suis bien amusé avec ce jeu-là. Par contre, aujourd'hui, mon côté codeur aime bien l'exploit technique. Mon côté fan de shmup ne peut pas s'empêcher de constater que il est à part dans le style, qu'il a sa petite originalité. Après, je peux pas dire que c'est un très bon jeu. Il est pas assez varié, il tape vite sur les nerfs, et le gameplay est pas hyper intéressant. Voilà. Ça n'empêche pas que le jour où j'enregistrais la vidéo dans laquelle j'ai parlé du jeu pour la première fois, je me suis vraiment amusé. Mais je me suis vraiment amusé le temps de créer la vidéo, et je suis même pas sûr de l'avoir relancé une fois depuis. Alors, King de la Raclette écrit « Un jeu répétitif, sans âme, pas beau, avec une musique qui casse les oreilles, l'ancêtre de Wipeout sur PS1. » Voilà, tu vas pas te faire des amis si tu dis que Wipeout c'est nul. Hein. Voilà, moi j'ai pas d'avis sur Wipeout, j'y ai jamais joué. Hein. Mais c'est un jeu, tu le sais, je t'apprends rien, qui est hyper apprécié. Bref, des shoots, il en existe des tonnes sur Amiga qui sont 10 fois mieux que celui-là. Alors, en fait, avec ton commentaire, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Un jeu répétitif, ok. Sans âme, ça se discute. Moi, j'ai vraiment la culture de l'époque. Pour moi, ça ressemble à un jeu qui aurait été créé par un demo maker. Et ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Moi, ça me parle. Au-delà de ça, le style graphique à la fois très simple et un peu abstrait, avec un côté science-fiction naïf, ainsi que le gameplay vraiment très simple, ça peut faire penser à ce qu'on voyait sur borne d'arcade dans la première moitié des années 80. D'où la pertinence d'un des commentaires que j'ai lu avant le tien, qui disait que le jeu aurait pu cartonner en arcade s'il était sorti quelques années plus tôt. Ça, il y a un public auquel ça va vraiment parler. Moi, ça me parle qu'à moitié, mais si toi, t'as découvert le jeu vidéo avec l'Amiga, je comprends que t'aies envie de cracher sur ce jeu. Pas beau, c'est relatif. Moi, je trouve que graphiquement, il est un peu trop vide, mais je le trouve pas moche. Avec une musique qui casse les oreilles, alors sur ce point-là, on est totalement d'accord. Je parle de la musique in-game, celle de l'intro, j'aime bien. Par contre, quand tu écris « Bref, des shoots, il en existe des tonnes sur Amiga qui sont 10 fois mieux que celui-là », moi, mon problème, c'est que faut que tu le compares à d'autres shmups qui sont comme ça en fausse 3D. Parce que si tu me dis que Blood Money ou Battle Squadron, par exemple, sont 10 fois mieux que ce jeu-là, je vais te dire « Oui, t'as sûrement raison », mais ce sont pas le même genre de jeu, en fait. À quel shmup 3D de l'Amiga tu le compares? Et là, t'es vraiment invité à répondre à cette question. Hein. Bon, on passe au deuxième jeu de la sélection, Skull Dig Jerry. On se rafraîchit la mémoire. Skull Dig Jerry, donc, un jeu à la boule d'air dash, et c'est le seul jeu à la boule d'air dash auquel j'ai joué à l'époque où je jouais sur Atari ST. C'est un point important, parce que peut-être qu'à l'époque, le boule d'air dash d'origine ou d'autres de ses successeurs ou clones était éventuellement bien meilleur que ce Skull Dig Jerry en termes de level design, ou même de petits détails, fioritures dans les règles de jeu. Mais Skull Dig Jerry est le seul jeu de ce genre que j'ai vraiment connu. Et moi, c'est un jeu que j'aimais vraiment bien. Jamais je l'ai considéré comme un des jeux stars de l'Atari ST, mais j'y ai souvent joué. Plus d'une fois, j'ai fait des parties assez longues. Et dans la vidéo dans laquelle je présentais le jeu en vous demandant ce que vous en pensez, une des choses sur lesquelles j'ai insisté au début de la dite vidéo, c'était que graphiquement, le jeu est moche, quoi. J'ai employé une expression du genre, oui, côté réalisation, ce jeu c'est une croûte. Hein, parce que graphiquement, il n'y a pas beaucoup de graphismes. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de graphismes dans un jeu de ce genre, mais il n'y a pas beaucoup de graphismes. Ils sont très simples.
ils sont réalisés de façon réellement minimaliste. Regardez l'espèce de bruit en bleu là qui représente des bouts de terre. Euh, bon, c'est pas du travail hyper technique, on va pas se mentir. Bon, ça n'empêche pas que c'est quand même joliment dessiné. Le bonhomme rond, il est mignon. Les murs ressemblent à des murs. Les diamants sont carrément jolis. La police de caractère, j'aime bien, etc. Bon, côté bruitage, il y a quelques bruitages épars et c'est tout. Il n'y a pas de musique. Si, il y a des musiques sur l'écran de menu et de fin, mais pas pendant le jeu. Bref, donc, c'est pas un jeu star de l'Atari ST, mais moi à l'époque, j'y ai vraiment pas mal joué. Euh, je pouvais à l'époque faire un petit reproche au jeu, c'est que dans tous les niveaux où il y a des ennemis, alors autant les niveaux où il n'y a pas d'ennemis, ils sont souvent un peu trop faciles, autant dès qu'il y a des ennemis, c'est le bazar parce qu'ils se déplacent vraiment vite et c'est souvent galère pour arriver soit à leur échapper, soit à les entraîner où on a besoin de les entraîner pour pouvoir, mettons, faire exploser des blocs grâce à eux et se frayer un passage. Voilà. Bon, donc pour moi, ce jeu tout simple, qui n'est pas un jeu star du ST, c'était un très bon jeu. Un petit jeu, mais un très bon jeu. Est-ce que j'exagère pas quand je dis très bon? Bon, en tout cas, c'est sûr. Et oui, je le redis, j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu. En plus, un point dont j'avais pas vraiment conscience à l'époque et que je trouve très cool aujourd'hui, c'est que là, on a un des rares jeux de l'Atari ST qui pouvait tourner aussi bien sur un moniteur couleur que sur un moniteur monochrome. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs dans ce jeu. C'est vrai. Pourquoi? Parce que dans ce que vous voyez là, le jeu tourne dans la moyenne résolution de l'Atari ST. C'est spécial. Presque tous les jeux de l'Atari ST tournaient dans la basse résolution. La basse résolution, c'était 320 sur 200 en 16 couleurs. Bon, et vous savez que les jeux 16 couleurs de l'Atari ST, souvent, grâce à quelques astuces de programmeurs, ils pouvaient afficher plus de 16 couleurs en réalité, mais basiquement, c'était un mode 16 couleurs, mais en seulement 320 sur 200, et c'est pour ça que ça s'appelait basse résolution. Ce que vous voyez là, c'est de la moyenne résolution. C'est très particulier la moyenne résolution parce que c'est 640 sur 200, donc il y a une grosse distorsion si vous voulez, mais 640 sur 200 en seulement 4 couleurs. Sur chaque écran de ce jeu, il y a maximum 4 couleurs différentes. Et il n'y a pas besoin de plus pour faire un jeu à la boule d'air dash. Et même s'il y a peu de couleurs, bien qu'il y ait peu de couleurs, du coup, le jeu, en termes de nombre de pixels, est un peu plus fin que la plupart des jeux auxquels je jouais à l'époque. Et j'ai attendu de faire ma première vidéo consacrée à ce jeu pour m'en rendre compte. Pendant toute mon adolescence, j'ai cru que ce jeu tournait en basse résolution comme les autres. J'avais pas fait attention que les pixels étaient 2 fois plus fins, dans le sens de la largeur. Voilà. Et j'avais pas non plus fait spécialement attention au fait qu'il y avait extrêmement peu de couleurs. Comme quoi. Bref, alors maintenant on va couper ces images du jeu. D'une part parce qu'il va être temps de répondre à vos commentaires sur ce jeu. Et d'autre part parce que je voudrais aussi vous montrer des images de la version monochrome, ou plutôt de ce qui se passe quand on le lance sur un moniteur monochrome. Nous voici sur une vidéo de la chaîne World of Retro Gaming. Je mettrai dans ma vidéo un lien, enfin dans la description de ma vidéo un lien vers celle-ci, et vous exigez que je le mette si jamais j'oublie. Regardez juste ça, un petit bout. Bon, les bruitages du jeu, je vous l'avais dit, ils sont pas folichons. Hein. Voilà. Donc là, c'est vrai, du vrai monochrome, du vrai noir et blanc, pixel noir, pixel blanc, et pas d'autres couleurs. Il n'y a pas une troisième couleur. Par contre, ce mode monochrome est en haute résolution. Alors à l'époque de l'Atari ST, haute résolution, c'est juste 640 sur 400. Hein. Mais il fallait un moniteur spécial pour afficher cette haute résolution. Et en fait, ce jeu, le même programme exécutable, vous pouviez le lancer sur un ST qui avait un moniteur couleur, auquel cas il tournait en moyenne résolution, ou qui avait un moniteur monochrome, auquel cas il tournait en haute résolution. Et pratiquement tous les jeux ne tournaient que sur moniteur couleur, ou sur téléviseur, ce qui revenait au même.
Alors, on aurait pu imaginer des jeux qui auraient pu tourner en basse résolution sur un moniteur couleur pour profiter du mode 16 couleurs et en haute résolution pour un moniteur monochrome. Mais ça aurait été un casse-tête pour les graphistes du jeu. C'était plus simple a priori de faire un jeu qui tournait non pas en basse ou en haute résolution, mais en moyenne ou en haute. D'où le fait que quasi tous les jeux étaient prévus presque uniquement pour la basse résolution, ce qui fait qu'en gros, si vous aviez un moniteur monochrome, c'était pas pour jouer. Et le fait aussi que les jeux qui tournaient sur les deux types de moniteurs étaient souvent en moyenne résolution et donc devaient se limiter à 4 couleurs quand on les lançait sur un moniteur couleur. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très sympa de la part du créateur de ce jeu d'avoir pensé aussi aux personnes qui avaient un moniteur monochrome. Alors, sur ST, il existait des logiciels qui permettaient de faire croire à un ST branché à un moniteur couleur ou à une télé qu'il était branché à un moniteur monochrome. Et ces programmes permettaient de lancer des programmes de jeux ou autres qui étaient supposés à la base ne tourner que sur des moniteurs monochromes. Le seul problème, c'est que du coup, ça faisait de l'affichage entrelacé, pour ceux qui connaissent, et donc ça piquait les yeux. Mais c'est bon de savoir que ça existait. Quant à moi, à l'époque où j'ai eu un Falcon après mon ST, eh bien, dans la mesure où sur Falcon, c'était possible de passer dans n'importe quelle résolution du ST, mais aussi dans beaucoup d'autres résolutions plus intéressantes que celle du ST, j'ai un regret, c'est que ce jeu, sur Falcon, je ne l'ai jamais testé en haute résolution. Tout simplement parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il tournait en haute résolution. Et si pour vous montrer des images de ce jeu en haute résolution, j'ai dû vous montrer une vidéo, c'est parce que je n'ai pas pu moi-même faire une capture d'écran en haute résolution de ce jeu. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'intro pirate qu'il y a sur la disquette et qu'on est obligé de passer pour pouvoir lancer le jeu, et bien cette intro pirate, elle marche pas si on configure l'émulateur en haute résolution. Alors, doit y avoir une bidouille pour réussir à faire tourner quand même le jeu en haute résolution si on veut, mais je l'ai pas trouvé. J'avoue que j'ai pas cherché longtemps, c'était plus simple pour moi de vous montrer des images d'une autre vidéo. Bon, alors, je vais lire le commentaire de David C en premier, ça va permettre d'expliquer pourquoi, dans ma vidéo d'origine, j'insistais pour dire que le jeu était une croûte en termes de réalisation. Alors, David C écrit « Bonjour, voilà un jeu qu'il convient d'analyser prudemment. Ce jeu codé par Hugues Fuljames, alors je ne sais pas comment il faut prononcer ce nom, édité par Nexus Productions, avait pour ambition de proposer un clone du célèbre Boulder Dash et serait né suite à des discussions entre passionnés dans un pub. Si on se cantonne au microcosme du jeu vidéo, le nom de cet auteur ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant M. Fuljames a une carrière bien remplie. Alors, je vais lire la suite, mais là, c'est maintenant que je me dois d'expliquer un truc. Moi, David, ce M. Fuljames, je le connais pas, et t'as l'air d'en savoir tellement sur lui que je me dis, soit peut-être que c'est quelqu'un que tu connais dans la vraie vie ou au minimum que tu as eu l'occasion de rencontrer, soit c'est quelqu'un dont tu as beaucoup suivi le travail, peut-être en dehors de ce qu'il a fait dans le domaine du jeu vidéo, je sais pas. Et du coup, j'ai pensé que quand tu écris « Voilà un jeu qu'il convient d'analyser prudemment », c'était peut-être une façon de me dire « Ah dis donc Jaco, dis pas que ce jeu est une croûte, c'est pas gentil, bon bref ». Et ce qui est marrant, c'est que c'est entre autres pour toi que j'ai dit dans ma vidéo, attention, en termes de réalisation, le jeu est une croûte. C'était parce que, comme tu écris souvent des commentaires détaillés et que parfois tu as des considérations assez techniques,
J'avais peur que tu viennes sous la vidéo du jeu en disant non, mais ce jeu c'est juste une croûte, on va pas perdre de temps avec ça. Voilà. Donc je sais que t'es pas le seul qui met des commentaires techniques, je sais que t'es pas le seul qui accorde une importance à la qualité de la réalisation des jeux. Je sais que t'es pas le seul, quand on parle des jeux de la période ST Amiga, à, euh, à être impressionné par les jeux les plus poussés dans les graphismes ou dans le son. Mais c'est entre autres à toi que je pensais. Je me disais, si je dis rien du tout sur la réalisation du jeu dans ma vidéo, il y a certaines personnes, dont David C, qui vont réagir en disant non, mais le jeu est une croûte, point. Donc c'est pour ça que dans ma vidéo, je dis bon, attention, que ce soit clair en termes de réalisation, oui, c'est une croûte, voilà, on le dit une fois pour toutes et on passe à autre chose. Au-delà de ça, dites-moi ce que vous pensez du jeu. Voilà, parce que moi, c'est un jeu que j'aimais bien et je voulais pas que quelqu'un se contente de le descendre méchamment juste parce qu'il a une réalisation qui est un peu simple et un peu pauvre. Bon, donc j'ai été surpris en lisant ton long commentaire de voir qu'en fait, toi, t'étais le meilleur défenseur du jeu ou en tout cas le meilleur défenseur de Monsieur Full James. Bon. Bref. Alors, tu écris carrière bien remplie, co-directeur du magazine informatique britannique Europress, membre de la rédaction de Maverick Magazine, directeur du département technologie de l'information chez Communicis PLC, directeur technique et scientifique chez Percive Ltd Limited, conception de progiciels de modélisation de flux de trésorerie en ligne, où ça doit pas être simple ça, alternative à Excel et Microsoft Access. Créateur chez Quirky Gershin Game Show. Là, j'ai pas trop compris le concept de la boîte. Apparemment, conçoit des jeux de société. Ça aussi, ça doit être passionnant. Fondateur de Amazement Machines. Conception de bornes d'arcade mécaniques. Jeux de tir sur cible avec des jets d'eau, balles de ping-pong et électronique. Le gars dont tu parles, c'est un touche-à-tout et c'est sûrement quelqu'un de très brillant. Tapez dans votre moteur préféré, Concepts of Mash. Bon, j'essaie pas de lire l'anglais, c'est ridicule. Pour obtenir des liens. Fondateur-concepteur du programme Fairness Engine, un progiciel que j'ai un peu de mal à cerner. Selon Monsieur Full James, le premier écran fonctionnel de Skull Dick Jerry aurait été bouclé en une nuit. S'agissant d'un travail réalisé en peu de temps, il n'est pas anormal que le jeu ait des lacunes sur certains points. Alors, sur le plan graphique, je suis d'accord avec Joel, les graphismes très simples et pas vraiment jolis. Évidemment, on pourrait s'offusquer de l'usage de la moyenne et haute résolution du ST n'offrant qu'un nombre très limité de couleurs, 4 et 2 respectivement. Compte tenu du profil de Monsieur Full James, il y a fort à parier que ce choix avait pour but d'offrir un jeu addictif au col blanc n'ayant pas accès à la basse résolution au bureau. C'est pas exclu. Bon. Les bruitages sont simples mais de bonne facture et collent bien au thème du jeu. La musique, quant à elle, est vraiment trop minimaliste, même pour la puce Yamaha du ST, et me fait penser au thème sonore que l'on pouvait entendre sur les machines 8 bits bien plus modestes du type TO8, TO9. Oui. Mais bon, on est dans le cas d'un jeu qui vient directement de l'ère 8 bits, ça c'est sûr. Est-ce une volonté de la part des développeurs afin de coller au mieux aux versions 8 bits? Me concernant, le scrolling case par case, même si fidèle à l'esprit de bouleversage, passe assez mal. J'ai besoin d'un comprimé de paracétamol lorsque je le regarde trop longtemps. Et pourtant, 4. Il semblerait qu'on soit à présence d'un jeu addictif, que l'on qualifierait aujourd'hui de casual game. Je n'y ai jamais joué et comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai plus la patience qu'avait le Pity David des années 80. Cependant, au vu des quelques vidéos supplémentaires que l'on peut visionner sur YouTube et pour avoir connu des programmes similaires sur machine 8 bits, il est clair que toute la force de ce type de jeu réside 1. Dans une bonne cartographie des divers labyrinthes afin de collecter de façon optimale les diamants dans les temps impartis, dans la recherche de parades parfois pas évidentes du tout pour accéder à certaines zones emplies de diamants, dans une bonne gestion des réflexes lorsqu'on se fait courser par un ennemi très rapide, tout en cherchant à creuser sans se prendre un quelconque sprite sur le dessus de la tête. J'ai souvenir que ce genre de programme, CF Stone Zone de Softbook sur TO8, bon je connais pas, hein, moi les jeux TO8, peut vous tenir en haleine des heures durant. On finit très rapidement par oublier l'aspect un peu austère des graphismes, car ce ne sont en aucun cas des éléments indispensables pour faire de ce genre de jeu un programme prenant. Non, pour faire de ce genre de programme un jeu prenant. Oulala. Minuit 16, je commence à fatiguer. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, et je le répète, c'est vraiment un jeu que j'aimais bien à l'époque.
Même si, encore une fois, la réalisation, ils sont allés au plus simple, quoi. Hein. Et alors, je saurais pas dire ce que valait ce jeu par rapport au jeu à la boule d'air dash de l'époque, que je n'ai pas connu. Par contre, si on prend aujourd'hui des jeux comme Diamond Caves ou Supaplex ou Goblin, ils sont évidemment plus impressionnants que Skull Jerry, même en termes de level design et de mécanique de gameplay. C'est pas uniquement parce qu'ils sont un peu plus beaux et un peu plus modernes graphiquement. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'à l'ère de l'Atari ST, ce jeu-là, c'était cool de l'avoir et de pouvoir y jouer. Il y avait sur ST, il n'y a pas eu énormément de jeux à la boule d'air dash, et il m'arrive sur émulateur d'essayer de jouer au jeu ST qui s'appelle Boule d'air dash. En fait, dès le premier niveau, c'est extrêmement difficile de pas mourir, et je m'énerve vite, et en plus, il ressemble tellement pas au Boule d'air dash d'origine. Le Boule d'air dash d'origine, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que c'était un jeu qui était né sur Commodore 64, mais il semblerait qu'il vienne plutôt des Atari 8 bits. Bref, bon, peu importe. Point numéro 5. Les 100 niveaux proposés contribuent probablement à l'intérêt et à la longévité de ce jeu. 6. Le soft bénéficie d'une option 2 joueurs en mode coopération. Là, c'est un plus indéniable. Oui. Et j'ai pas le souvenir d'y avoir joué avec mon frère, et c'est un peu dommage. L'écran est alors scindé en deux, comme dans Jol Blast. Oui, bon, ça va, Jol Blast. Tu écris ensuite, il n'est donc pas facile de donner un avis tranché. Signalons qu'à la même époque, à quelques mois près, sortait Boule d'air dash Construction Kick sur ST, que l'on trouvait sur des machines 8 bits. Thomson, attends. J'arrive pas à lire. Signalons qu'à la même époque, sortait Boule d'air dash Construction Kit sur ST, virgule, que l'on trouvait sur des machines 8 bits Thomson des clones de qualité comparable, tels Stone Zone et la mine au diamant d'Infogrames. Et enfin qu'il existait également des jeux de labyrinthe bien plus élaborés sur ST, tels Gauntlet. Bon, t'es d'accord avec moi si je dis que côté gameplay, Gauntlet et Skull Jerry, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je sais pas que penser de Gauntlet aujourd'hui. Voilà, parce que autant je trouve que les mécaniques d'un Boule d'air dash, c'est inusable. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de rejouer à Skull Jerry, mais à Diamond Cave, oui. Alors que je trouve que moi j'ai pas mal joué à Gauntlet 2 à l'époque du ST. Aujourd'hui, je crois que j'y arriverai pas. Le Pity David des années 80 se serait détourné de ce programme car attiré par les couleurs chatouillantes, le foisonnement des sprites et les bruitages assourdissants des jeux d'arcade. Le David d'aujourd'hui s'essayera peut-être à une partie sur émulateur. Oui, j'ai envie de te demander où tu en es alors du coup. Et puis surtout, est-ce que tu as joué à Supaplex et à Diamond Caves? Pour terminer, on trouve sur la toile des posts datant de 6 ans de Hugues Full James, s'essayant à des tests de collision de sprites en JavaScript. Preuve que la programmation des jeux vidéo est une drogue dure et les rechutes fréquentes. Bon, il y a d'autres commentaires qui heureusement sont pas tous aussi longs. Il est très bon ton commentaire David, hein, mais heureusement qu'ils sont pas tous aussi longs. Alors, Smash My Head Against écrit « Oui, c'est moche, mais on peut pas dire que les différentes versions sur différentes plateformes de Boule d'air dash soient très belles non plus. » C'est vrai, quand on regarde les 36 000 versions du premier Boule d'air dash et de ses descendants directs sur les ordi 8 bits où il est né, c'était pas des beaux jeux. Hein. Ça fait le taf et tout est dans le gameplay, oui. Je n'ai pas connu à l'époque, mais je pense que j'aurais pu passer du temps dessus entre 2 parties de kick-off ou de North and South avec mon frère. Nickcraft Magnifique écrit « Trop cool, ça flaire bon les 90, bon sang. Elvira, qu'on voit dans l'intro pirate au début de ma vidéo, elle est renversante. Ouah, la résurgence de souvenirs. Sinon, je connais pas cette version, donc. Bref, cool ta vidéo, merci pour la découverte, bien à toi. » Et Raled Funiman écrit « Salut l'ami, c'est très très proche de Boule d'air dash, mais tu as raison, très très dur ces jeux. » Ah, Boule d'air dash, c'est vraiment dur. Skull Jerry, j'ai l'impression que c'est un Boule d'air dash plus cool, et ça c'est bien. Pour moi, c'est bien. Si c'est pas trop dur, c'est bien. Bon, mes petits moulitrons, il faut encore qu'on parle de Nightmare, de Tiny Squeaks et de Megalomania. Et la vidéo dure déjà plus de 40 minutes. Moralité, il va y avoir une partie 2 que je tournerai dans la journée de demain probablement.
Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, rouge sinon. Et sur ce, je vous dis à bientôt.